L'objectif d'élimination des doubles impositions. On a fini l'introduction de ce cours. On passe désormais à la première partie sur donc l'objectif d'élimination des doubles impositions. Et j'en ai déjà parlé en introduction brièvement, mais ici, ce qu'on va d'abord voir dans un chapitre préliminaire, c'est que cet objectif, c'est un objectif et non pas un droit. Donc c'est ce qu'on va voir dans un premier temps, histoire de contextualiser un peu, et parce qu'il y a beaucoup de conséquences du fait que ce soit un objectif et pas un droit. Ensuite, on va voir les règles de territorialité des impôts. Ensuite, on va voir les méthodes d'élimination des doubles impositions. Mais ce qui va surtout nous prendre pas mal de temps ici, c'est le titre 1, donc les règles de territorialité des impôts, parce qu'il faut bien comprendre ici que on voit dans un premier temps comment le fait de définir quel État peut prélever l'impôt est compétent territorialement pour prélever l'impôt. Le fait de passer par cette première étape et de prendre du temps sur cette première étape, ça nous permet derrière de ne pas perdre de temps, de ne pas devoir corriger. Donc on est vraiment dans la prévention des doubles impositions avant d'arriver aux méthodes d'élimination des doubles impositions. Dans le titre 2, le mal est déjà fait. On a déjà éliminé les doubles impositions. On est déjà dans une situation où on a une double imposition. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant en partant de cette position? Donc c'est ce qu'on va voir dans cette partie 1. Donc d'abord, chapitre préliminaire, l'absence de fondement en droit interne. Alors je l'ai déjà dit en introduction, mais je le répète, en droit, il n'existe pas de fondement qui condamne la double imposition. Donc c'est une décision du Conseil constitutionnel du 19 décembre 84 qui nous le dit. Le Conseil constitutionnel a jugé que la double imposition juridique sur une même assiette à l'intérieur du territoire ne constitue pas un problème constitutionnel. Voilà, concernant une personne physique vivant en France, percevant des revenus via une holding luxembourgeoise, la double imposition est admise lorsqu'elle repose sur une présomption d'évasion fiscale. Cette décision concerne un contexte purement interne et un même impôt. Donc ça, c'est une décision QPC du 26 novembre 2010, mais qui va encore une fois dans ce sens. On peut aussi citer à ce titre une décision du 28 septembre 2017 qui dit que le Conseil constitutionnel affirme que les autorités françaises ne sont pas obligées de tenir compte des impôts acquittés à l'étranger. C'est assez logique. On ne peut pas obliger un État à ne pas prélever l'impôt. En tout cas, en droit interne, c'est pas possible, c'est pas reconnu. Et donc, c'est un objectif pour valoriser le commerce international. On en a déjà parlé en long et large et en travers, mais c'est pas un droit. Donc voilà, l'absence de droit à l'élimination de double imposition, c'est aussi pas prévu en droit de l'UE parce que les doubles impositions constituent un frein au commerce international, même si plutôt les doubles impositions constituent un frein au commerce international. En vertu de la souveraineté des États, il n'existe pas de fondement juridique à l'élimination des doubles impositions. C'est l'ancien article 293 du traité qui instituait donc du traité qui prévoyait que en cas de double imposition, les États devaient négocier pour faire en sorte de retirer cette situation. Mais donc on voit encore une fois ici que même en droit de l'UE, on reconnaissait une obligation de moyens et non pas de fin en soi. Et donc d'ailleurs, cet article a été supprimé. Et comment on a interprété cette suppression? Parce que pour certains pensaient que c'était la fin de l'interdiction, enfin de l'interdiction, c'est compris, de l'objectif d'élimination des doubles impositions. Mais en réalité, l'Union européenne a dit que désormais, ça ne relève pas de la compétence des États membres. Donc on ne repose plus uniquement sur les États membres pour retirer les doubles impositions, mais aussi sur l'Union européenne. Donc voilà comment on a interprété cette suppression de l'article, et voilà ce qu'il en est sur l'objectif d'élimination des doubles impositions. Donc, concernant les règles de territorialité, des impôts. Alors ici, on va voir vraiment deux parties. D'abord, les règles de territorialité des impôts frappant les revenus des personnes physiques, et après, on verra les règles de territorialité. Les règles de concernant Concernant les règles de territorialité des impôts, on va voir dans un premier temps les règles de territorialité qui concernent les personnes physiques et puis dans un chapitre 2, celles qui concernent les personnes morales. Alors ici, l'idée, ça va vraiment être de voir les règles d'abord concernant le revenu des personnes physiques et après on verra les règles sur les prélèvements sociaux, mais ce sera beaucoup plus court. On va vraiment se focaliser sur les revenus des personnes physiques dans un premier temps avec d'abord la détermination de la résidence fiscale et après la détermination de l'étendue de l'obligation fiscale. Concernant les règles de territorialité des impôts, alors on va voir dans un premier temps
les règles de territorialité des impôts frappant les revenus des personnes physiques, puis celles des personnes morales. Concernant les personnes physiques, on va vraiment se concentrer sur le revenu des personnes physiques, donc l'IRPP, avant de passer aux prélèvements sociaux, mais vraiment de façon très courte. Puis ensuite, concernant le revenu des personnes physiques, on va voir la détermination de la résidence fiscale et après la détermination de l'étendue de cette obligation fiscale. Donc concernant la détermination de la résidence fiscale, alors on a des critères de résidence en droit interne. Alors c'est l'article 4B du CGI qui nous dit que sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4A les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elle ne justifie que cette activité est exercée à titre accessoire, celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. Et donc, on voit vraiment ici que c'est une règle de compétence en cascade. C'est-à-dire que si A marche, alors on s'arrête là. Si A marche pas, on passe à B. Si B marche, alors on s'arrête là. Si B marche pas, on passe à C, etc., etc. Et pour revenir un peu plus en détail sur les différentes notions, donc on commence d'abord par le foyer fiscal. Donc c'est ce que nous dit l'article, les personnes qui ont en France leur foyer fiscal. Et donc ici, c'est le lieu de séjour où le contribuable réside avec sa famille, par exemple. Puis ensuite, on passe au lieu de séjour principal. Et donc ici, on regarde si, ou plutôt, le contribuable, la personne physique, séjourne la majorité de son temps. Donc où elle passe la majorité de son temps. Si ça ne suffit pas, on passe au B, qui nous dit que celle qui exerce en France une activité professionnelle, salariée ou non. Donc ici, on regarde l'activité principale et non pas accessoire. Donc l'activité principale de la personne physique qu'on cherche. Ensuite, si tous ces critères ne sont pas retenus, on regarde le centre des intérêts économiques principaux du contribuable. Et ça, c'est un peu casuistique. Maintenant, les critères de résolution de conflits de résidence dans les conventions fiscales. Pourquoi ici et de quoi on parle ici? Ce qu'il faut comprendre, c'est que qu'est-ce qui se passe si deux États disent, au regard de leurs critères en droit interne, hey, cette personne, elle est résidente fiscale chez moi. Et donc, si deux États disent ça en même temps, qu'est-ce qu'on fait? Et ici, plutôt si une convention fiscale nous dit le contraire, si on a un conflit avec une convention fiscale, qu'est-ce qu'on fait? Et donc ici, on applique la jurisprudence Schneider Electric. On commence par étudier le champ d'application en droit interne, donc le champ d'application personnel, matériel, territorial, donc résidence fiscale, étendue de l'obligation fiscale, calcul de l'impôt. Puis, on applique la convention fiscale internationale. Et ça, c'est l'arrêt LESAT du Conseil d'État du 8 juillet 2002 qui nous dit, donc c'est une approche qui nous disait plutôt, il y a un mini revirement en la matière qui avait une approche différente de Schneider Electric, où le Conseil d'État considérait qu'il faut d'abord explorer le critère de résidence fiscale prévu dans la Convention fiscale internationale, puis après le raisonnement en droit interne. Et un arrêt du 5 février 2024 rendu par le Conseil d'État toujours est venu changer ça, donc la jurisprudence le SAT, et a dit que le Conseil d'État a considéré dans le cadre d'une convention fiscale franco-suisse qu'il fallait d'abord appliquer le droit interne, puis la convention fiscale internationale. Donc c'est à peu près ce qu'il faut retenir. Donc d'abord on regarde le droit interne et après on regarde la convention fiscale internationale. Concernant les critères conventionnels de résolution du conflit de résidence, ici, on a un article du modèle OCDE qui nous dit la chose suivante. Donc, lorsque, selon les dispositions du premier paragraphe, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante. Donc, cette personne est considérée comme un résident seulement de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits. Si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose pas d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où elle séjourne de façon habituelle. Dans le C, si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États, ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'État dont elle possède la nationalité. Si cette personne possède la nationalité des deux États, ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord. Et donc, ça renvoie un peu à l'article 4B ici, sauf que là, on est dans le cadre vraiment du modèle OCDE, où on voit vraiment une règle de compétence en cascade. Je ne vais pas revenir dans les détails, mais on voit que d'abord, on regarde
euh, le foyer d'habitation permanent. Puis, si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme résident seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits. Puis, on passe au critère du B, etc., etc., etc. Et donc, vraiment, on voit que c'est assez intéressant de voir que ce soit en droit international, dans les conventions fiscales internationales ou en droit interne, on a vraiment ce principe de compétence en cascade. Voilà. Concernant la détermination de l'étendue de l'obligation fiscale. Alors, en droit interne, l'article 4A nous dit que les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. Donc, on veut lutter contre l'évasion fiscale. Donc, même si ici on nous dit que les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus, euh, on veut tout de même lutter contre l'évasion fiscale et l'article 123 bis CGI, par exemple, nous dit que dans l'hypothèse où un contribuable interpose une société fictive dans un État où la fiscalité est plus intéressante pour payer moins d'impôts, alors il paye l'impôt dans les deux États. Donc ça, c'est en droit interne. Un peu le régime sur l'étendue de l'obligation fiscale, assez simple à comprendre quand même. Donc si si la personne a son domicile fiscal en France, elle paye son impôt sur le revenu en France. Voilà, c'est assez logique en la matière. Concernant les obligations fiscales des non-résidents, c'est autre chose. Donc d'abord, qu'est-ce qu'un non-résident? Alors, on n'a pas de définition claire en droit interne, mais on a l'article 164B du CGI qui nous dit que les non-résidents fiscaux en France sont soumis à une obligation fiscale limitée aux revenus de source française définie à l'article 164B du CGI. Et donc même si cet article n'offre pas de définition stricte, il énumère plusieurs situations qui permettent de dégager trois critères principaux. Donc d'une personne qui n'est pas résidente fiscale en France. Donc on a un revenu qui est de source française lorsque le débiteur est domicilié ou établi en France, lorsqu'il est donc c'est la définition de résident, lorsqu'il est généré par un actif France ou lorsqu'il résulte d'une activité exercée en France. Donc ça nous donne un peu des critères qui nous permettent d'identifier cette situation. Voilà. Concernant maintenant les modalités d'imposition des non-résidents, alors on a une jurisprudence et une évolution un peu compliquée en la matière parce qu'on a des avantages qui sont inaccessibles aux non-résidents français. Je m'explique. Donc, dans un arrêt Schumacher, et ça va vraiment être là notre concentration ici, sur ce sur quoi on va se concentrer ici, donc dans un arrêt du 14 février 1995, pour la première fois, la CJCE s'est prononcée sur la différence de traitement entre résidents et non-résidents, sur la compatibilité de cette différence de traitement avec le droit de l'UE. Parce qu'il faut bien comprendre ici qu'un résident fiscal français et un non-résident fiscal français n'ont pas les mêmes droits. Et donc, même s'ils sont assujettis au même impôt, même s'ils payent les mêmes impôts, ils n'ont pas les mêmes droits. Et donc, le conseil, la CJCE plutôt ici, est vraiment venu se prononcer sur la notion de cette différence, sur est-ce qu'elle constituait une discrimination ou pas. Et donc, en l'espèce, un couple avait une résidence fiscale établie en Belgique, l'homme ne trouve du travail qu'en Allemagne, paye des impôts à l'Allemagne sur ses revenus de source allemande, mais est considéré résident belge en raison de la Convention fiscale internationale en la matière. Donc, il ne dispose pas des avantages fiscaux allemands. Et la question qui s'est posée, c'est est-ce que le refus allemand d'octroyer des avantages fiscaux constitue une entrave à la liberté de circulation des travailleurs? Parce que c'est bien là où il est question. En droit de l'Union européenne, on a le principe de liberté de circulation. On veut que les résidents européens puissent circuler librement sur le territoire de l'UE. Et donc, le fait de ne pas accorder justement à un non-résident fiscal allemand qui a des revenus de source allemande, uniquement d'ailleurs, dans le cas d'espèce, c'est assez intéressant, de source allemande, est-ce que le fait de justement ne pas lui octroyer ces avantages constitue une discrimination qui limite la liberté de circulation des travailleurs? Et donc, on a une différence de traitement manifeste et donc le droit de l'UE sanctionne ça. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que le droit de l'Union européenne pose une présomption irréfragable selon laquelle les nationaux et les non-nationaux sont dans une situation comparable, interdisant tout traitement différencié entre eux. Donc, ici, on a une idée que les nationaux et les non-nationaux sont dans une situation comparable en droit de l'UE. Mais lorsque la différence de traitement repose sur la différence sur la résidence et non sur la nationalité, cette présomption devient simple. Donc la CGCE
dit que la résidence est un critère analogue à la nationalité, car les résidents sont souvent des nationaux et inversement. Mais c'est possible pour un État de renverser cette présomption s'il a la preuve de critères permettant une différence objective. Et donc là, on a deux critères principaux. On a l'étendue de l'obligation fiscale qui est une étendue d'obligation fiscale qui est limitée et un État de résidence qui a accès plus facilement à la formation de son contribuable. Et donc dans notre espèce, en réalité, ça représente l'ensemble de ses revenus. Donc l'étendue n'est pas limitée et la Belgique, puisque ne taxe rien sur le contribuable en l'espèce, n'a aucune information que l'Allemagne n'a pas, donc n'a aucun avantage en la matière. Et donc ici, c'est un Schumacher, c'est un non-résident qui doit avoir les mêmes avantages qu'un résident. Donc c'est un peu ce qu'il y a à retenir sur les avantages inaccessibles aux non-résidents français. Retenez vraiment les critères de Schumacher pour permettre justement un reversement de cette présomption par des critères objectifs, par une différence objective qui justifie qu'une personne justement n'ait pas les mêmes avantages qu'un résident. Voilà. Concernant l'acompte sur l'IRPP, ce qu'il faut ici retenir, c'est que on parle ici de retenue à la source, donc l'enjeu est important parce que les États veulent prélever l'impôt tant qu'il est encore sur leur territoire. Donc, une fois qu'il est sorti, une fois qu'un revenu est sorti euh, du territoire, il est difficile d'aller le taxer après. Donc, ce que les États ont tendance à faire, c'est de taxer à la source avant qu'il retourne dans son pays d'origine, enfin de son pays d'origine, le pays de résidence plutôt. Et en principe, en cas de retenue à la source, on ne distingue pas de la situation de bénéficiaire ou de déficitaire du contribuable. Et vous allez me dire, qu'est-ce que ça change? Eh ben, le truc, c'est que les retenues à la source, les RAS, sont prélevées sur le montant brut du revenu sans tenir compte des charges personnelles ou professionnelles du contribuable. Et donc cela peut poser problème lorsqu'un non-résident supporte des charges liées au revenu sans pouvoir réaliser de déduction fiscale, ce qui peut être encore une fois une entrave aux libertés européennes. Et dans un arrêt Arnoux-Schritz du 12 juin 2003, la CJCE s'est prononcée dans une affaire où un musicien non résident a effectué un concert en Allemagne. Et donc la rémunération brute a été soumise à une retenue à la source sans possibilité de déduire les frais professionnels liés au transport de son matériel. Et donc la CJE a jugé que c'est incompatible avec la liberté de prestation de services qui, dans ce contexte-là, de résidents et non-résidents, les résidents et non-résidents sont dans une situation comparable et donc aucune justification objective ne permettait de refuser la déductibilité des charges. On notera aussi quelques réformes en la matière en France, où l'article 235 du CGI, par la loi de finances par la loi de finances de 2022, a modifié le régime en la matière. Donc la race est toujours prélevée sur le montant brut au moment du versement. Et si le non si, donc ça c'est assez classique, mais si le non-résident prouve ultérieurement les charges engagées, une correction est effectuée et la différence peut être restituée. Donc même si j'ai eu une retenue à la source sur mon revenu, sur un montant brut, derrière, il est possible d'intenter une action, il est possible de corriger et de se voir restituer la différence. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. On peut aussi dire par rapport aux règles de réalité de l'impôt sur les prélèvements sociaux, parce que jusque-là, on a quand même parlé que d'IRPP, que les prélèvements sociaux sont des impôts régis par le Code des impôts, mais leurs produits financent la sécurité sociale, ce qui leur confère un régime particulier, donc selon le Code de la sécurité sociale. Et pour être assujetti, il faut être résident français et être couvert par le système de sécurité sociale français. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. On verra dans la prochaine capsule les règles de territorialité des impôts frappant les revenus des personnes morales.